Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct. Et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but. Évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça. Ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On n'a pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que ok, c'est passé dans un bar à Bonamo Sadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc pas besoin d'entrer dans le détail que voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex et puis il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Donc, ici, c'est les histoires mystiques, s'il vous plaît. Pas des histoires d'amour. Hein? On va commencer. Bonsoir. Je vais raconter une petite histoire de deux copines. Hein. D'accord. Oh, c'est l'histoire de deux copines. Il y en a une qui avait l'argent, il y a une qui n'avait pas d'argent. En fait, c'est deux filles qui ont grandi dans le même quartier. Mais un jour, elles se sont retrouvées sur la et l'amitié a recommencé. Mais il y a une qui avait beaucoup d'argent, il y a une qui était pauvre, qui est restée pauvre, mais l'autre est devenue riche après. Mais celle qui est riche s'occupait beaucoup de sa copine qui était pauvre. Beaucoup. Jusqu'à sa famille, quand elle avait les cérémonies, même les enfants qu'elle mettait au monde, elle s'occupait beaucoup d'elle. En fait, elle aimait beaucoup sa copine là, comme sa sœur. Mais un jour, sa copine maintenant lui pose la question que, ah, maman, dis-moi, tu fais comment pour avoir tout cet argent-là? Je ne remarque pas que tu travailles. Je vois que tu es tout le temps avec moi. Tout le temps on sort. Tu me fais des cadeaux. Moi aussi, j'aimerais être comme toi. C'est comme ça qu'elle dit, non, si tu veux être comme moi, laisse le côté là. Moi, je m'occupe de toi, ça me fait plaisir. Tu es ma soeur. Moi, je t'aime. Et j'aimerais pas que tu cherches à savoir ce que je fais dans ma vie. Elle dit non, parce que moi, je ne comprends pas. Tu es là, tu vis bien, tu as une bonne vie. Tu es là, tu n'as pas de problème, mais tu es toujours belle. Tu n'as pas de taches, ton corps est propre. Moi, j'aimerais être comme toi. Je ne sais pas bien que toi et moi marchent ensemble. C'est toi qui brille, moi, je ne brille pas. C'est ça, sa copine qui lui reprend que maman, laisse. Le côté là, laisse. Moi, je vis ma vie. Moi, je m'occupe de toi. Contente-toi de ce que je te donne. Moi, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu souffres. Bon. Elles ont fait pratiquement 10 ans d'amitié. Mais l'autre la harcelait tellement pour dire que je veux être comme toi, je veux être comme toi. Ça c'est qu'un jour même, elle arrivait à l'improvise à la maison de sa copine. Genre, quand sa copine ne l'appelle pas, elle vient comme ça, elle dit non, je voulais savoir si tu es un homme qui s'occupe de toi. Demande-moi où tu allais laver ton corps. Je veux savoir vraiment ce que tu es et tout et tout. C'est là sa copine qui dit maman, c'est comment tu veux te rechercher? Est-ce que je me plains de toi? Est-ce que je me plains de ta pauvreté? Moi, je m'occupe de toi et tes parents me connaissent. Moi, je ne suis pas là pour dire que je vais te amener là où moi je pars. C'est là que la copine a dit que non, peu importe là où tu pars, moi je vais être avec toi. Je veux savoir ce que tu fais pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Elle a tellement insisté. Un jour, sa copine a dit, tu es sûr que tu veux faire ce que moi je fais? Tu peux supporter ce que je fais? Sa copine lui, elle dit oui, je peux. Toi aussi, c'est pas beau, toi et moi on marche ensemble. C'est toi qui es toujours dans les grandes voitures, dans les grandes maisons, mais si tu t'occupes de moi, moi aussi j'ai besoin d'être comme toi. C'est là maintenant sa copine elle dit, ah, tu veux être comme moi, pourquoi? Un jour maintenant sa copine l'emmène dans un endroit où il y avait des grands messieurs et tout. C'est comme ça qu'elle a dit, bon moi je préfère, je vais te placer à quelqu'un. Si tu veux avoir de l'argent, je peux te faire rencontrer un homme qui peut s'occuper de toi. Mais là où moi je pars, je ne peux pas t'emmener là-bas. La fille a dit, ok. Elle a pris contact avec le monsieur. Ça allait, le monsieur s'est occupé d'elle par rapport à cause de sa copine qui dit, non, garde bien ma soeur. Je l'aime beaucoup. Il faut lui mettre en haut. Le monsieur s'occupait d'elle. Le monsieur mettait la go en haut. Mais elle s'est dit que non, je ne veux pas ça. Je veux être comme ma copine. Je veux être comme ma copine. Elle retourne dire à sa copine que non,
maman, c'est vrai que le monsieur m'a mis mes mains en haut et tout, mais moi, s'il y a quelque chose qui me manque, je vais être comme toi. Ça veut dire qu'elle s'est dit à sa copine que pourquoi tu es comme ça? Tu as un monsieur qui tu as l'argent. Oh non, ce qui me donne, c'est insuffisant. Toi, tu es beaucoup, ton corps, tu brilles, tu n'as pas de taches. Regarde, mon teint brille. Moi, mon teint malgré, je frotte les crèmes et tout. Il n'y a rien. Ok, sa copine a dit, en tout cas, si ce que tu vas aller voir, c'est comment je fais. Si le jour où je t'emmène, hein, faut pas dire que je t'ai pas averti. La fille a dit, oh, laisse-moi ça, même peu importe là où tu pars. Même si tu rentres dans la mer, je vais rentrer avec toi, je vais aller voir ce que tu fais. Sa copine a dit, ok, j'ai compris. Dans un jour, sa copine l'appelle vers les 22h. Pour dire que, ah, maman, tu es où? Oh, je suis à la maison. Ok, trouve-moi telle place. La fille s'est levée la nuit. Elle vient dire qu'il y a quoi? Elle a dit, ah, tu as dit que tu veux avoir ce que j'ai, non? La fille dit oui. Je veux vraiment être comme toi. Mais elle dit, mais seulement, là on parle, tout ce qu'on va te demander de faire, tu fais. Si on te demande de faire comme ça, tu fais. Mais sinon, si je te donne encore je te pose encore une dernière question. Tu veux vraiment partir où je vais? La fille dit, oui, je vais avoir surtout ton teint, tu es trop belle. Ok, elles sont parties. Elle a pris le véhicule. Elles sont allées au fond de la forêt d'où elles sont parties. Arrivées là-bas, elles sont arrivées dans un endroit au style bizarre et tout. Maintenant, elle a dit, ah, voilà aussi. Là, voilà, elle dit que voilà ici, moi, je fais mes choses. Mais quand tu vas rentrer dans la maison, là, tu vas rencontrer un monsieur. Le monsieur va te dire de faire des choses. Si tu essayes une seule fois de crier ou de faire quoi que ce soit, toi-même là-bas, moi, j'enlève mon corps. La fille dit que je vais faire. Je suis trop courageuse. Ça c'est des petites choses. Moi, je vais jusqu'au bout. C'est comme ça que la fille rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, le monsieur qui était à l'intérieur attendait déjà la fille. Il savait déjà que la fille devait arriver. Comme ça qu'elle est rentrée. Quand elle rentre, le monsieur lui salue. Elle fait asseoir sur un banc. Il a déshabillé la fille toute nue. Pour tout ça, elle ne pose pas les questions. Mais sa copine est restée dehors. Parce que quand ils font les rituels, là, tu restes seule avec la personne. Donc, quand elle est restée à l'intérieur, à un moment, le monsieur a souvent dit que tout ce que tu vas ressentir, tout ce qu'on va te faire, tu n'as même pas le droit d'ouvrir même l'œil. Tu n'as pas le droit de bouger. Tu n'as pas le droit de dire un mot. Tu n'as pas le droit de tousser. On est d'accord. Elle a dit oui, elle est d'accord. C'est comme ça que madame, on lui a mis sur cette espèce de trucs qu'on a mis sur la table, je sais pas trop, on l'a installé. Quand elle est installée, elle entend les voix, comment les gens sont en train de faire des incantations et tout. Ça crie autour d'elle, ça parle, les mots bizarres et tout. Mais la fille, maintenant, quand elle entendait ça, elle sentait déjà quelque chose, elle commençait déjà à avoir peur sur la table. Elle criait maintenant le nom de sa copine. Genre, si sa copine était à l'intérieur avec eux. Mais sa copine n'était pas avec eux, sa copine était dehors. C'est comme ça qu'elle sent maintenant quelque chose, c'est comme un vent. Elle sent un vent qui sort qui est dans la chambre, en fait, elle a senti une présence. C'est comme ça que elle sent que depuis ses pieds, il y a un truc gluant. Il y a une espèce de gluant qui est en train de fuir à mesure, qui ne fait que monter, mais elle sent comme si elle rentrait dans un trou. Au niveau maintenant de la poitrine, elle n'a pas pu supporter parce que c'était tellement, elle a fait se sentir trop bizarre maintenant. C'est quand elle ouvre les yeux, elle n'a pas supporté. Elle a ouvert les yeux, elle voit maintenant qu'elle est déjà dans la gueule d'un serpent, d'un gros boa. Elle est déjà à l'intérieur. C'est comme ça, à l'intérieur, là-bas, la fille a commencé à crier, se débattre. Donc, quand elle s'est battue, le serpent est vite sorti d'elle, il est rentré dans où il est sorti. Quand il est sorti, c'est comme ça que le monsieur l'a pris, il a jeté dehors, là, il dit à sa copine que pardon. Ce que tu m'as amené là, c'est les problèmes. Amène là où tu veux l'emmener. Moi, c'est pas ici. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui va venir mourir sur mes pieds. Comme ça que la femme, sa copine a souvent mis les mains à la tête que Seigneur, tu as fait quoi? Je te dis, il n'est pas bougé. Fallait faire tout ce qu'on te dit. Non, je ne sais pas que c'était un serpent. Je ne sais pas que c'était un serpent. C'est comme ça que la go a perdu connaissance. Maintenant, sa copine a dit, ah, elle ne peut pas laisser sa copine comme ça. Elle a pris sa copine, elle l'a amenée à l'hôpital. Quand elle l'a amenée à l'hôpital, comme ça, elle est partie l'abandonner là-bas. Elle a abandonné, elle a fui. Au départ, dit que... Bon, en fait, même quand elle est partie de prendre sa copine, personne ne l'a trouvée. Personne ne savait même pas que c'était elle qui l'a emmenée. Donc, elle a fui, elle a laissé juste devant l'hôpital. Les docteurs sont venus prendre. Mais on a vu maintenant que c'est
La go n'était plus normale. Elle a commencé à crier le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. On a pris, puisque la fille a pris les affaires aussi, on a tout remis, le docteur aussi. Ils ont pris le téléphone. Ils essaient de regarder son téléphone pour essayer d'appeler sa famille. C'est ça qu'on a pris le téléphone, appelé sa famille, que ah, vous avez un enfant ici, venez, venez. Quand la famille arrive, la famille constate que leur fille n'est plus là. En fait, elle n'est plus en elle. C'est ça que la famille. Qu'est-ce qui se passe? Les docteurs disent que le problème, on ne peut pas régler ça. Ça, c'est pas un problème de l'hôpital. Ça, il faut amener ça quelque part. Elle sait d'où c'est parce qu'on a déposé ici, étant nue, elle n'avait plus des habits sur elle. Oh! Comme les parents connaissent la copine de leur fille. C'est pour ça qu'elle a pris ils ont pris leur enfant, ils ont mis à la maison. Elle était à la maison le lendemain, maintenant c'est pour ça qu'ils appellent la copine que, ah maman, viens oh, on ne connaît pas ce qui est ici, ta soeur ici, ça ne va pas. Maintenant, elle aussi, elle vient là-bas comme si elle ne connaissait rien. Elle connaissait que c'est comment, et sa copine, bizarrement, elle ne parlait plus. La bouche bloquée. Dire ce qu'elle veut dire, elle ne peut plus parler. Comme ça, elle arrive, elle dit que c'est comment. Les parents disent, essaie de faire quelque chose, maman. C'est toi qui connais ta soeur. Essaie de faire quelque chose. Comme elle le connaît, elle a commencé à pleurer. C'est comme ça que d'abord tu pleures. Ah, ça fait mal de voir sa copine comme ça. Qu'est-ce que sa copine a eu à faire? Et ou quoi. Maintenant, elle a pris sa copine. Elle a commencé à venir chez les Nganga. Arrivé chez les Nganga, elle payait les Nganga pour que les Nganga ne disent pas la vérité. Que non, c'est elle qui l'a emmenée quelque part. Ça, c'est que ils n'ont pas pu la soigner. Elle est décédée. Quand elle est décédée, je vous assure que c'est sa copine qui a tout fait. C'est elle qui a fait tous les funérailles. C'est elle qui a fait les funérailles de sa copine. Quand elle a terminé de faire les funérailles, madame a disparu. C'est ça l'histoire de la copine, que les copines qui veulent toujours savoir ce que sa copine a là. C'est ça qu'il ne faut jamais faire dans la vie. C'est ça mon histoire. Bonsoir. Ça va? Très bien, Tom. Ça va, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. DMG, je souhaiterais raconter une histoire. C'est mon histoire et non pas celle de quelqu'un. C'est mon histoire. Je veux attirer un peu l'attention des futurs mariés, notamment celles qui passent par le mariage traditionnel. Mariage traditionnel, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le mariage de la famille. Quand je dis la famille, c'est le mariage qui réunit 4 familles, pas 2, mais 4 familles. Parce que le côté du mari, il y a 2 personnes, 2 familles, le côté de la femme, 2 familles également. Donc voilà, c'est un mariage qui réunit 4 personnes. Donc du coup, je m'aimerais raconter une histoire concernant le mariage traditionnel. Voilà, donc je suis gabonaise et j'ai été mariée, enfin je me suis mariée en fin 2012. Voilà. Je me suis mariée en fin 2012 et avant de me marier, mon mari me faisait plusieurs fois les demandes, plusieurs fois demandes de mariage traditionnel et moi je refusais. Je refusais, je rejetais. On venait se rencontrer, ça faisait déjà 2 ans qu'on était ensemble. Bon, pour moi, j'étais beaucoup plus jeune et je ne voyais pas trop. Voilà quoi. Pour moi, c'est pas ma priorité en fait. Donc du coup, je refusais jusqu'au jour où nous étions en vacances. Nous étions en vacances à l'étranger et toujours la même demande. Et donc ça a pété les plombs en fait dans l'hôtel, là où nous étions, c'est quand même un grand hôtel, et les clients de l'hôtel se sont plaints, parce que moi je refusais toujours, donc les clients de l'hôtel se sont plaints, ouais, on fait le bruit, donc bref, l'affaire s'est calmée, on est rentré au Gabon, et donc du coup, finalement, il a encore relancé, donc j'ai accepté. Déjà, il faut savoir que moi je ne suis pas famille, je suis absolument pas famille du tout, pour moi c'est pas possible, donc du coup, pour moi, la famille, c'est mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et point barre. Donc, les cousins, cousines de gauche à droite, c'est pas mon style. Voilà, donc du coup, il a demandé que j'informe à ma mère. Et mon mari, c'est un étranger. Il a demandé à ce que j'informe à ma mère. Et donc, j'ai donné l'information à maman. Et maman, c'était à elle d'aller voir sa belle famille, donc mon côté paternel. Aller leur dire que l'enfant se marie et tout ça.
Et donc, ce qui a été fait, elle a demandé la liste, on a donné la liste. En même moment, j'avais aussi un cousin façon qui se mariait aussi. On s'est mariés, je crois, 2 jours d'écart. Donc, les dates étaient là. Et puis, donc, ils ont donné la liste. Déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une devise. J'avais vraiment une devise. Je m'étais toujours dit, le jour où je me marierai, je ne serai plus sous le toit de mes parents. Déjà, le 1. Le jour où je ferai un enfant, je ne serai plus également sous le toit de mes parents. Je serai déjà indépendante. Donc ça, tout ça a toujours été ma devise. Et moi, j'avais toujours dit que quand je vais me marier, parce qu'au Gabon, on a un système de cotisation. C'est-à-dire quand quelqu'un se marie, il faut cotiser. Alors jusqu'à présent, moi, je suis quelqu'un qui déteste ça. Je suis contre les cotisations parce que je me dis que lorsque quelqu'un décide de se marier, c'est parce que on estime que tu es prêt. On n'impose pas, parce qu'au Gabon, ils imposent en fait des listes. Que bon, celui qui travaille, les employés, on va dire, les travailleurs, vous donnez 300 000, les étudiants, vous donnez environ 100 000, les chômeurs, vous donnez 50 000, les élèves, ils sont comme ça, en fait, c'est comme ça, ils décrivent bien, et ça, c'est juste pas possible, je déteste ça. Donc, moi, j'ai toujours dit, pour moi, dans le métier, je me suis toujours dit que si quelqu'un, je préfère 10 000 fois la participation de celui qui ne travaille pas, un buveur, voilà, quelqu'un qui boit son vin tranquille, qui vient dire que bon, moi la frangine, là tu me vois, tu me connais, moi j'ai rien quoi, voilà, je travaille pas, tu sais que je n'ai rien, mais s'il y a des brouettes à pousser, s'il y a du bois à transporter, je suis partant. Moi je préfère 10 000 fois la participation de quelqu'un qui vient de façon sincère me proposer son aide que quelqu'un qui me donne une enveloppe d'argent et qui m'insulte dans le cœur. Donc, du coup, ça a commencé, moi j'ai pris la liste. J'ai préparé mon mariage en 2 mois. Merci. 2 mois. Donc j'ai fait la liste toute seule. Mon mari n'étant pas gabonais, il ne maîtrisait pas forcément comment ça se passait. Il n'y a pas de dette morale, ma chérie, il n'y a pas de dette morale. Quand on estime de se marier, il faut être prêt. On n'embête pas les gens. Ça, c'est ma devise. Hein. Donc, du coup, j'ai pris la liste et j'ai commencé à faire les courses. J'ai fait les courses x2. Donc, voilà, quand je dis x2, parce qu'il y avait des petits trucs de notre côté, et surtout plus le côté du mari, ainsi de suite. Donc, j'ai fait toutes les courses. Et le moment est venu des réunions. Voilà, les réunions, il fallait aller dans les réunions pour essayer de savoir comment ça se passe. Et moi, j'avais déjà finalisé avec beaucoup de prestataires. Presque tous, en tout cas, j'étais archi prête. Archi prête. Et donc, quand on commence dans les réunions, oui, mon papa est décédé depuis, c'est son petit frère. Oui, il faut ceci. Vous savez que aussi dans les mariages au Gabon, l'oncle, enfin celui chez qui va décider à ce qu'on fasse le mariage, c'est en ce moment-là que ce dernier profite à arranger sa vieille bicoque. Quand je parle de bicoque, je parle de la maison. Donc, s'il faut refaire la peinture de ça, mais s'il décide que c'est chez lui qu'on va faire le mariage, il faut refaire la peinture, il faut refaire le sol, il faut faire le terrassement, il faut tout faire. Et ça, c'est à la charge des mariés, en fait. Donc, du coup, l'oncle a commencé à dire, bon, oui, ici, vous savez, le terrain, c'est en plus un terrain accidenté. Ici, il faut refaire le sol, il faut refaire la peinture, et tout, parce qu'on va faire le mariage ici. Moi, je leur ai dit non. Il me dit pourquoi? Je dis parce que j'ai choisi un terrain neutre. Déjà, je veux faire le mariage chez personne. Je vais faire mon mariage dans un terrain neutre. Donc, du coup, il a dit ok, d'accord. Il a commencé un peu à mal prendre la chose. Et ensuite, il a dit que, bon, le DJ, il faut louer les ceci, cela. Je dis non, c'est fait. Donc, à chaque fois qu'il citait quelque chose, je disais c'est fait. La location des chaises et tendues, je disais c'est fait. Donc, tout ce que le pater citait, tout était prêt. Donc, le gars, il s'est énervé et on était à près de 3 semaines du mariage environ, ou 2 semaines. Donc, tout ce qu'il a cité, j'étais archi prête. Et je leur ai dit, la seule chose que je vous demanderai, c'est d'acheter le pagne. C'est tout. J'ai dit, c'est la seule chose que je vous demanderai d'acheter. Donc, moi, j'ai acheté pour les parents, voilà. Et c'était tout ce que je leur demandais. Je dis, vous venez juste au mariage, et tout et tout. Donc, ils ont quand même boudé. Je leur ai donné au final la charge de la cuisine. Le temps est passé, le jour de la cérémonie, voilà. Beaucoup se disaient que, bon, j'ai pas le pagne, je vais rentrer. Mais malheureusement pour eux, quand ils sont arrivés, mais j'avais loué la société SGS pour bloquer le passage à toutes les personnes qui n'ont pas le pagne. Donc, pour ceux qui n'avaient pas le pagne, ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe et que beaucoup étaient dehors. Parce que j'avais même dit,
à la sécurité que même si c'est ma mère et qu'elle n'a pas le pain, personne n'entre. C'est la seule chose, je ne leur ai rien demandé, c'est la seule chose au moins que je leur demande de faire. Et donc du coup, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient pleins dehors, mais chacun courait un peu chez les tailleurs de gauche à droite, aller chercher les petits bouts de pain pour coller un peu sur les chemises, les t-shirts. Et là, tac, le mariage s'est passé. Ils ont voulu, parce que moi je suis de la coutume du Sud, ils ont voulu me faire sortir en retard. Or, chez nous, c'est interdit de faire sortir une mariée, surtout pas pour un mariage traditionnel. Il est interdit de faire sortir une mariée la nuit. Et ça tardait. La belle famille était déjà là. Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas sortir la nuit. Vous n'aviez rien fait, je ne vous ai rien demandé. La moindre des choses, c'est d'être là à temps. D'accord? Donc, du coup, voilà, et donc ça a commencé. Et quand j'ai vu qu'ils traînaient, ben moi-même, je suis sortie de la chambre pour aller m'asseoir. Voilà. Donc, on a déjà des antécédents familiaux. Moi, mon père était contre le mariage traditionnel. Et avant de mourir, il avait toujours dit qu'il ne veut pas que ses filles se marient au mariage traditionnel. C'est la raison pour laquelle je refusais, que je rejetais le mariage traditionnel quand mon mari me demandait. Et parce qu'il savait, quand il est décédé, ma mère a été spoliée de tout. Enfin, d'une bonne partie. Donc, je n'avais rien à prouver à mes parents paternels, encore moins rien à prouver à mes parents maternels. Donc, c'est la raison, en fait. Donc, mes parents, ma mère, elle m'a attrapée au moment où je m'apprêtais à sortir. Mais de toutes les façons, toutes les personnes qui étaient devant m'ont vu. Ils m'ont vu, les gens m'avaient déjà vu, parce que je partais pour m'asseoir. Et là, et donc, le mariage est terminé. Les gens, c'est arrivé jusqu'au lendemain, le mariage est terminé. 2 semaines plus tard, top chrono. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les animaux. Top chrono, j'étais au salon en train de regarder l'émission qui s'appelle Les 12 coups de midi. Tout le monde sait que ça passe à midi pile, le soleil en plein zénith. Et là, je suis assise, allongée sur le canapé. Et là, j'avais 3 chiens, le père, la mère et leur enfant qui avaient environ 1 mois et demi, non, 2 mois et demi. Et là, ça commence à grogner. Entre-temps, quand ça grogne, j'avais une grande baie vitrée, j'avais tout dans tout le jardin, j'avais un gros chien. Et le gros chien, c'était un bout de plus de 85 kilos, donc qui partait de l'extérieur et qui venait frapper la baie vitrée. C'est le genre de chien, quand il marche, on sent qu'il est en train de marcher. Il va avec toute la force, il fait demi-tour, il recule, il vient en courant et il frappe la baie vitrée au fur et à mesure. Donc je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a? Il est en train d'aboyer. Et c'est là où il a donné le top à ceux qui étaient dans la maison. Donc du coup, ceux qui étaient dans la maison se sont mis à tous fixer au même endroit par rapport aux chiens qui étaient dehors. Ils ont tous fixé au même endroit et l'endroit en question donnait juste derrière moi, au-dessus de ma tête, là où j'étais debout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que là, ça va pas. Je commence à avoir des frissons qui partent de l'orteil à la chevelure. Et là, je vois comment tous les chiens se mettent en alerte et que ça commence à crier. Et je vois le petit, le chiot, on va dire le chiot. Comme vous voyez, quand on shoot, le chiot est projeté dans les airs. Il frappe le living. Il tombe. Il fait pipi, il fait caca sur lui. Et là, je me rends compte que c'est pas possible, en fait. Je me dis, c'est pas possible, il y a quelque chose. Donc, du coup, je me relève en panique. Au moment où je me relève, le gros chien qui était dehors, prend l'élan et il frappe encore la baie vitrée. En fait, il voulait rentrer. Et là, la dame de ménage entend le bruit. Elle se dit, mais il y a quelque chose. Donc, parce qu'après, moi, j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Et là, la ménagère vient en courant. Au moment où elle vient dans le salon, elle commence à crier, puisque c'était une maman très, très pieuse. Elle commence à crier, Ditengwe, c'est on va dire le revenant, en gros. Voilà. Donc, du coup, c'est là où les choses sont parties un peu en cacahuète et les chiens ont commencé à partir dans tous les sens. J'ai appelé ma mère immédiatement et ma mère, comme elle n'est pas très loin de mes oncles, en fait, ils ne sont pas très loin. Ma maman, elle est musulmane. Donc, elle a laissé d'abord le voile à côté, elle a mis le short et elle a couru chez sa belle famille, aller leur dire, allez-y récupérer ce que vous avez déposé dans la maison immédiatement. Parce que là, c'est ma fille qui est très embêtée. Allez-y récupérer. Et donc, pendant 2 semaines, elle a fait tout un scandale.
Et là, pendant 2 semaines, une semaine, je voyais encore la chose dans la maison, dans le couloir. Vous savez que quand vous passez, vous avez l'impression d'avoir vu quelque chose en fait. Et là, quand vous vous retournez, vous dites, mais tiens, j'ai bien vu, c'était là tout de suite. Et c'est comme ça que je voyais la chose au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça commençait à disparaître. Parce que plus je voyais, ma mère leur faisait des problèmes, plus je voyais ma mère leur faisait jusqu'à ce que la chose a disparu. Voilà. Donc, le conseil, en fait, la morale dans ça, ce que je suis en train de raconter, c'est que quand on fait un mariage traditionnel, il faut que les gens, quel que soit ce qu'on va leur dire, parce que au mariage traditionnel, les gens sont très, 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 très perturbés par la famille, par X et Y. Il y a des mauvais vents partout. Il y a des mauvais vents. Donc, il faut faire très, très attention. On n'a pas besoin de répondre à quelqu'un. C'est-à-dire que même si c'était ta propre mère qui est toujours collée avec toi, le jour du mariage, cette personne a changé. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Donc, ça peut arriver. Tout le monde n'a pas on n'a pas tous les mêmes familles, heureusement d'ailleurs, mais on sait qu'il y a des familles très, très, très mauvaises au Gabon. Peut-être ailleurs, moi je connais pas, mais je dis très, très, très mauvaises au Gabon. Il y a des familles qui sont très difficiles. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié après 5 générations, vous vous rendez compte? Jamais personne ne s'est marié dans sa famille. Donc, c'est très difficile le mariage. Bon, moi, oui, c'est la relation que j'ai avec mes parents. Tout le monde n'a pas la même relation avec sa famille, hein. Donc, je sais que ce qui m'était arrivé, c'est parce que je leur ai tenu tête le jour du mariage. Mais moi, je ne voulais pas non plus les mêler parce que j'ai suivi le conseil de mon père. Voilà, je ne voulais pas les mêler en fait à ça. Et donc, Dieu merci que j'ai une mère qui est toujours debout. Et donc, c'est elle qui a un peu bougé tout ça. Ce n'est pas question de ne pas respecter X ou Y. C'était juste mes principes. Je ne voulais pas les mêler à tout ça. Donc, voilà. C'est ce que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, DMG, ça fait bientôt 1 an que je te suis là. Ah, merci. Ouais, bon, j'aimerais raconter une histoire de ma défunte grande sœur. Bon, j'aimerais partager cette expérience avec tes abonnés. D'accord. Ok, ma grande sœur est décédée le 19 juin 1999. J'étais vraiment un jeune garçon. Mais ce sont les événements avant sa mort que j'aimerais vraiment relater. Peut-être ça va attirer l'attention de quelqu'un. Donc en fait, bien avant son décès, il y a plusieurs événements qui se sont produits. Premièrement, elle avait commencé à perdre sa vie en fait. On va dire sa vie dans le sens où les biens qu'elle avait, elle commençait à les perdre. Ça veut dire quoi? Que elle avait la maison que son mari lui avait laissée quand il était allé en France. Et de là, il a vendu ça depuis la France. Donc, on l'a chassée vraiment comme une malpropre. Elle est venue à la maison, dans la maison familiale. Et elle a commencé à vivre avec nous dans la maison familiale. Et bizarrement, elle allait de méfait en méfait. Maintenant, quelques temps avant sa mort, il y a un essaim de fourmis qui l'avait attaqué dans la chambre. Et ce jour-là, je me souviens bien, c'était vraiment violent. Les fourmis avaient envahi toute la chambre. Et pourtant, nous tous on dormait dans la même maison. Mais les fourmis étaient seulement dans sa chambre. Et nous sommes tous réveillés. On a commencé à mettre du sel un peu partout. Vraiment, elle est sortie en catastrophe. Ces fourmis-là, pour sortir vraiment de cette chambre-là, c'était compliqué. Et on n'avait pas encore la connaissance du mystique. Nous, on était très jeunes. Bon, on se disait peut-être qu'elle avait mis un plat dans la chambre. Et ça a attiré les fourmis. Mais quelques temps après, elle a commencé à perdre son boulot également. Bon, tous ces événements-là n'ont pas attiré notre attention parce qu'on ne savait pas, bon, ce qui se passait. On savait juste qu'elle était dans un mauvais passage. Et à l'orée de sa mort, elle nous a fait un repas. C'était un samedi matin. C'est elle qui avait fait la cuisine. Elle avait fait la cuisine, elle avait bien préparé, tout ça, on avait mangé ensemble.
Et là, le soir, elle est sortie avec ses amis, aller festoyer dans les boîtes de nuit. Et vers 5 heures du matin, vers 5 heures au petit matin, elle rentrait. En rentrant, le chauffeur qui voulait la déposer a observé au loin un couple qui venait. Et le couple avait une femme qui était en grossesse qui avait déjà ses contractions. Donc la sœur est montée avec et la femme enceinte et le monsieur et le chauffeur pour aller accompagner la bonne dame à l'hôpital. Et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'ils font un accident où elle est la seule décédée. Et lorsqu'elle décède, ce qui attire l'attention des gens, c'est que ces blessures sont comme des couteaux qu'on avait tranché sa gorge. Et là, lorsqu'elle est décédée, ça a vraiment créé un chaos dans ma famille. Vraiment, c'était un chaos. Et les plus grands avaient pris la décision d'aller voir les charlatans et tout ça. Et les charlatans avaient révélé que bon, elle a été sacrifiée et tout ça. Et il y avait une terrible douleur dans la famille. C'était vraiment compliqué parce que ça avait même disloqué ma famille, ce décès-là. Les grands frères, les grandes sœurs, c'était séparés des parents, tout ça, parce qu'ils avaient manqué de vigilance, qu'ils avaient participé à la mort et tout ça. Bon, ça avait créé un certain chaos. Donc, si je raconte cette histoire, c'est pour dire aux gens que parfois, lorsque vous avez des situations dans vos vies qui se compliquent, parfois, la mort est déjà engagée. Ça veut dire que vous avez déjà été vendu sur une table mystique et qu'on a juste choisi le processus dans lequel vous allez mourir. Si on a dit que c'est un accident de circulation, il faut bien qu'on masque autour, que ce soit peut-être programmé. Donc, vous allez commencer peut-être à perdre votre travail, vous allez peut-être commencer à perdre votre santé, vous allez commencer, en tout cas, vous aurez des situations qui vont se multiplier. Et lorsque vous voyez que des situations fâcheuses se multiplient, soyez-en sûrs que vous êtes déjà dans l'antre de la mort, ça veut dire que vous avez déjà été sacrifié ou bien votre nom a déjà été inscrit. Donc, c'est le moment pour vous, si vous êtes chrétien, c'est le moment pour vous de vous rapprocher de Dieu, de prier, de faire des prières de délivrance. Maintenant, selon votre spiritualité, il faut vraiment faire un programme de délivrance. Parce que, généralement, lorsque le malin veut tuer quelqu'un, il va jamais le faire du tout à coup. Il va préparer son coup, il va se masquer, il va se cacher derrière les événements qui vont se produire dans votre vie. Donc aujourd'hui, ma sœur a perdu la vie parce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient la maturité et la connaissance des choses mystiques. Mais je remercie Dieu aujourd'hui par votre émission, que les gens sont un peu plus vigilants et sont un peu plus attentifs aux événements de leur vie. Donc je voulais partager cette histoire pour édifier les uns et les autres que faites attention lorsque vous voyez certains événements fâcheux se multiplier. Dites-vous que là, il y a quelque chose de mystique qui est en train de se préparer. Si ce n'est pas vous, ça peut être vos enfants. Si c'est pas vos enfants, ça peut être votre mari, votre femme. Donc, faites vraiment très attention et soyez vigilants. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, frère. Merci. Donc, je disais que souvent, dans l'attente de la maternité, c'est-à-dire que quand les femmes qui sont mariées ou bien qui cherchent à enfanter, généralement, comme en Afrique, on porte toujours la responsabilité de l'infertilité dans un couple à la femme. Ça crée beaucoup de douleur et une certaine impatience, de telle sorte que certaines femmes cherchent maintenant à trouver des solutions. Donc, c'est l'histoire d'une dame que je vais appeler Martine. Martine a eu trois mariages qui se sont cassés la gueule parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Donc, à chaque fois, les hommes perdaient patience et puis ils la laissaient parce qu'ils se disaient que c'était elle qui n'enfantait pas. Donc, c'est ainsi que Martine aussi, avec la pression de l'âge, la pression de la société, elle a fait la rencontre d'un gars qui était un peu plus jeune qu'elle. Donc, cette fois-ci, elle ne voulait pas perdre ce mariage-là. Donc, du coup, elle a cherché un peu les solutions partout pour pouvoir enfanter. C'est ainsi que une amie l'a envoyé voir une féticheuse. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, la femme a fait des rituels et elle lui a donné les conditions. C'est-à-dire que il fallait revenir une fois par an, tuer un animal pour sacrifier
Pour sacrifier ça, pour pouvoir apaiser, voilà. En fait, pouvoir récompenser en fait les génies qui lui ont donné l'enfant. Donc, quand elle est partie quelques jours après cette cérémonie-là, effectivement, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle a accouché un garçon. Donc, les 3-4 premières années, elle a vraiment suivi le rituel et tout. Donc, après 1 an, 2 ans, 3 ans, elle a oublié de venir satisfaire ce qu'on lui avait donné. Donc, l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé malade, elle a parcouru les hôpitaux partout. Il n'y avait pas de solution. Donc, c'est ainsi que sa sœur, la copine qui l'avait envoyée là-bas, lui a dit, mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose? Donc, c'est ainsi qu'elle s'est souvenue qu'effectivement, ça faisait pratiquement 3 ans qu'elle n'aurait pas cette dette-là auprès des esprits. Donc, elle est repartie voir la dame. La dame aussi lui a confirmé qu'effectivement, c'était ce qui était le problème. Donc, elle a fait ce qu'il avait à faire. Et quand elle est rentrée, l'enfant s'est rétabli. Et cet enfant-là, un enfant très intelligent à l'école. Très, très intelligent à l'école. Donc, il était maintenant étudiant. Un jour, à la faveur d'un week-end, ils ont organisé avec des amis une excursion à la plage. Ils sont à la plage, ils se sont bien amusés, tout et tout. Et à un moment, il a eu l'envie d'aller nager. Il est allé nager. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Sauf que l'enfant a disparu. Le monsieur a disparu. Enfin, le jeune homme a disparu. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Donc, quand ses amis aussi qui étaient partis avec lui, ils étaient fatigués d'attendre. Parce qu'ils l'ont vu dans l'eau. C'est vrai qu'ils ne l'ont pas vu se noyer, mais ils l'ont vu quand même dans l'eau. Et ne revenant pas, ils ont pris le temps de le chercher partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Donc, ils sont arrivés à la maison chez la maman pour annoncer que, voilà là où nous sommes partis à la plage, ton fils est allé dans l'eau, il n'est pas ressorti. Et la maman, tout de suite, a poussé un grand cri parce qu'elle avait compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'elle avait arrêté de faire les adorations qu'on lui avait prescrites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que on ait la patience. C'est vrai, c'est difficile, hein, c'est facile de dire, moi j'ai des enfants, donc c'est facile de dire c'est quelque chose. Mais voilà une mère qui vient voilà, j'ai oublié, quand elle a poussé, elle a compris qu'en fait, elle n'avait pas respecté, elle est devenue folle en même temps. Hein. La dame, elle est devenue folle. Elle est devenue folle sur le coup d'avoir perdu son enfant et d'avoir été responsable du fait d'avoir perdu son enfant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a la pharmacopée, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. Il y a la médecine moderne et puis il y a le miraculeux. C'est sûr que quand on attend ce qui est un droit, parce que quand Dieu fait il met quelqu'un sur la terre, il lui donne tous ses droits. Quand on pense qu'on a le droit d'enfanter, qu'on n'enfante pas, soit par une erreur de la nature, soit par autre chose, on s'est dit que on doit aller chercher ailleurs. Mais il y a beaucoup d'histoires, aujourd'hui on en parle, les gens disparaissent dans l'eau, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont été demandés à des eaux, que les eaux reprennent, que les esprits reprennent. Le diable est un prêteur. Le diable ne donne pas. Le diable prête. Et ce que je vais dire encore, c'est que aucune femme sur cette terre qui a connu la douleur de l'enfantement ne peut pas ne pas remplir les conditions qu'on lui avait demandées quand elle a eu des enfants, quand elle allait demander cet enfant-là. Comment se fait-il que une mère oublie? C'est parce que c'est le diable qui te fait oublier. C'est le diable qui te rend indigent. De telle sorte que tu n'as pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire le sacrifice qu'on te demande. Faire un sacrifice de mouton. Tu ne peux, à un moment donné, tu peux te retrouver totalement exsangue. Tu n'as pas d'argent. Comment tu fais pour pouvoir faire ce sacrifice-là? Le diable n'est pas donneur. Le diable, il est prêteur. Et quand il doit récupérer, il récupère de la pire des manières parce qu'il va te tromper.
Il y a une histoire que j'ai écoutée aussi, une très belle histoire que j'ai écoutée aussi sur la chaîne. J'espère que ce monsieur-là, il est sur le panel actuellement. Il avait parlé d'une femme qui devait épouser et puis, au moment de la prière, une nuit, il se réveille, il a vu que la femme était transformée en serpent. Et la voix de Dieu lui disait, c'est ta femme qui est couchée là, en serpent. Mais je n'ai pas eu la suite. Je ne sais pas si tu as eu la suite, mais je n'ai pas eu la suite de cette histoire-là. C'est pour dire quoi? Nos impatiences créent tellement de méfaits, de dégâts et de douleurs après. On n'a qu'à demander à Dieu. C'est vrai, c'est facile pour moi de le dire parce que j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce que... J'imagine la douleur d'une mère qui perd son enfant dans ces conditions-là. Donc, on n'a qu'à vraiment être patient. On n'a qu'à demander à Dieu. Il y a la pharmacopée, comme j'ai dit. Il y a la médecine moderne. Et puis, il y a le miraculeux de Dieu. Donc, voilà. Je vais revenir tout à l'heure pour parler d'une autre histoire du jusqu'au boutisme de la sorcellerie. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup pour l'histoire. Attends. Très bien. Je veux raconter une petite histoire qui s'est passée dans notre quartier, à Yopougon. D'accord. Il y avait une histoire de vol où ma cousine était impliquée. Donc, on devait partir chez le féticheur du quartier pour pouvoir démasquer ce qu'on fait. On appelle ça comment même? Un balai au cou pour pouvoir attraper les sorciers là et pouvoir attraper les voleurs. Donc, elle devait partir. Ma maman a dit non, faut pas qu'elle parte. Ou à la balai. Faut pas qu'elle parte parce que le monsieur, il n'est pas bon. Et puis, il avait l'habitude d'apprécier ma cousine. Donc, ils ont dit que si ma cousine ne partait pas là-bas, c'est elle qui allait être la voleuse. Bon, ils allaient dire que c'est elle qui a volé. Vous voyez. Donc, ma maman nous explique l'histoire maintenant du féticheur. Le féticheur avait une femme. Elle était belle. Si vous voyez son teint, une jolie femme. Donc, ma maman dit le féticheur. La femme est partie brasser son mari chez le féticheur. Et depuis, quand elle est partie brasser son mari chez le féticheur, le féticheur a brassé la femme. Donc, elle est restée là-bas jusqu'à présent. Actuellement, même, ici, monsieur, madame, très amoureux. Donc, c'était ma petite histoire. Donc, les femmes qui aiment partir brasser leur mari, là, vous allez partir brasser, vous allez rester là-bas aussi. Merci pour l'histoire. Bonjour la communauté DMG, bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous suis depuis un bon bout de temps, on va dire pratiquement 1 an que je vous suis. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup votre initiative. Elle nous permet d'ouvrir les yeux et de réaliser certaines réalités de la vie. Et aussi elle nous instruit, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Une histoire qui m'a traumatisée vraiment à vie. Et je suis au Gabon, à Libreville plus précisément. Et à l'époque, nous étions dans un quartier très populaire de la ville. Mais alors là, très populaire. C'était vraiment, ça fait vraiment longtemps. Hein. C'était dans les années 2000, vous voyez. 2010, 2011, comme ça. Donc, nous sommes arrivés dans le quartier en question en 2002-2003. Voilà. Parce que j'avais 4-5 ans et mon petit frère avait 2 ou 3 ans. Donc, on a grandi, on a passé toute notre enfance dans ce quartier-là. Donc, dans le quartier en question, il y avait des vieux, mais vraiment des vieux, beaucoup de vieux. Et bizarrement, même dans la cour dans laquelle nous étions là, on était entouré des vieux. On avait au moins 4 ou 5 vieux dans la cour. Vous voyez. Et mon petit frère, c'était un enfant turbulent, un enfant vraiment bourrou, turbulent là. Vraiment, personne ne l'aimait. Au quartier, à la cour, vraiment personne n'aimait. Ce n'est pas nous-mêmes la famille là. Personne n'aimait l'enfant là.
Les gens le tapaient même parce que c'était un enfant turbulent, bourrou, bourrou. Il aimait faire les bagarres avec les petits enfants de son âge. Il frappait, il faisait le bruit. Et vraiment, il était impoli. Mon petit frère était vraiment impoli. Et moi, comparé à lui, j'étais sage, calme, timide. Vous voyez? Donc, les gens m'aimaient plus que lui. Voilà. Et j'avais comme l'impression d'avoir des visions, ou du moins même, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, j'entendais des choses que les autres n'entendaient pas. Mais moi, je me disais que c'était normal, c'était naturel, que tout le monde était comme ça, en fait. Donc, je ne voyais pas que c'était un problème. Et j'étais encore un enfant, j'étais vraiment une enfant, je connaissais rien de la vie. Et à l'époque, je dormais avec ma maman et mon petit frère. Donc, moi, je dormais au coin, au coin là-bas contre le mur, sur un lit de 2 places. Et mon petit frère, je me souviens que parfois, quand il se réveillait, il disait à maman qu'il faisait des rêves. Il rêvait que quelqu'un, genre, maman, tel vieux m'a fait ci, maman, tel vieux m'a appuyé le cou, tel vieux m'a fait peur, il m'a fait le gongongon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, maman, elle, comme elle priait beaucoup, et elle prie toujours beaucoup, elle se disait que, bon, elle banalisait, non, il n'y a rien, je vais prier, Dieu va te protéger, il n'y a rien, tu es protégé, tout et tout. Donc, comme ça, un jour dans la cour, une des vieilles, parmi les vieilles de la cour, avait dit à maman que, ah, ma fille, ton fils là, il a un sang fort. Hein. Elle était avec sa copine vieille comme elle-même, elles étaient à 2. Elles ont dit à maman que, ah, ton fils là, il a un sang fort. Hein. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger pendant la naissance comme ça là, hein? Il a un sang fort, il est vraiment, hein? Alors que nous tous, on savait que personne n'aimait cet enfant-là dans la cour. On savait, même les vieux là ne l'aimaient pas. Ils faisaient semblant. C'est le moment où elle sentait que, comment se fait-il que cette vieille-là me dise que mon fils a un sang fort? Qu'est-ce qu'elle a vu en lui? Donc, elle a commencé à faire le lien entre les rêves que mon petit frère lui racontait et ce que la vieille là lui disait. Elle a commencé à comprendre que, ah, on dirait que les vieux là cherchent mon fils dans la nuit. Elle a commencé à multiplier les prières, briser. C'est là, on était là dans le quartier et tout. Un jour, comme ça, je suis en train de dormir. J'avais envie de me soulager. Donc, je me réveille. Je vais me soulager, mais je passe par le salon et je vois comme une personne, genre assise, mais qui est en train de dormir. Elle a genre un drap, elle est couverte par un drap, elle dort. Moi, dans ma tête, c'est maman qui dort ou bien une de mes grandes sœurs qui dort au salon. Mais je sais très bien que maman, elle dort avec moi sur le lit. Mais tout de suite, je n'ai pas réalisé en fait. Pour moi, j'ai les yeux du sommeil, c'est forcément maman qui dort, qui va dormir là. Puisque personne ne dort au salon. Et on n'était même pas nombreux dans la maison en fait. Et je pars me soulager, je retourne par le salon, je vois toujours la même personne là en train de dormir, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Je retourne donc dormir. Le lendemain, je demande à maman, mais maman, tu as dormi au salon hier? Elle me dit non. Je dis comment ça? Je demande à mes soeurs, vous avez dormi au salon? Oh non, personne n'a dormi au salon. Je dis, mais j'étais persuadée d'avoir vu quelqu'un au salon en train de dormir. Oh, tu n'as vu personne, tu es toujours comme ça, toi, machin et tout. Mais j'étais vraiment persuadée, non. Je dis non, quelqu'un dormait. Et j'étais sûre et certaine que quelqu'un dormait au salon, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. C'est passé. Les années sont passées. Donc, dans les années 2010, 2011, j'ai mon entrée en 6e. Et donc, du coup, maman a décidé de m'envoyer chez l'une de mes grandes sœurs pour aller apprendre là-bas. Mais je venais passer les week-ends chez maman, dans le quartier en question. Un jour comme ça, un week-end, je suis en train de dormir. Donc le samedi soir, je dors tranquille. Et comme il y avait la moustiquaire, on dormait sous la moustiquaire. Je me réveille, comme si quelqu'un m'a réveillée en fait. Boum, les yeux sont ouverts comme ça. Vraiment, comme si c'est passé, comme si j'étais, je sais pas, hein, téléguidée en fait. Boum, j'ouvre les yeux, je regarde à côté, puisque, comme je vous disais, je dormais au coin, contre le mur. Et il y avait genre une espèce de latte ou chevron, oui, collé net au mur là. Je vois quelque chose posé dessus, genre un animal. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et le problème, c'est que je n'ai pas réveillé maman. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite. Je n'ai pas réveillé maman, je n'ai pas réveillé mon frère, je n'ai réveillé personne. Je me suis réveillée, je regarde, je fixe bien la chose, mais il y avait un peu le noir, mais légèrement la lumière. Donc, on ne voyait pas réellement la chose en question. Mais je sens qu'il y a quelque chose là, puisque je vois avec, on va dire quoi, le reflet de la lumière et tout.
Je regarde, je dis que non, ça c'est un animal, ça c'est pas un chat, un gros chat. Si c'est pas le chat, c'est le chiot. Mais ça ne peut pas être le rat parce que le rat ne peut pas être gros comme ça. Et bizarrement, j'ouvre carrément la moustiquaire, je touche la chose. Je touche carrément et j'étais vraiment courageuse ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je touche la chose, je me rends compte que c'est un chat en fait. C'est un chat noir. Mais je ne sais pas s'il est en train de dormir. Le chat était assis en fait. Il était assis carrément. Il n'était pas allongé. Il n'était pas... Non, il était assis parce que la queue est en train Je vois la queue qui pend en fait. La queue pendait. Je me réveille. Je vais aller allumer l'interrupteur. Je me rends compte que l'interrupteur est gaspillé. La lumière ne passe pas. Je dis merde. Pendant tout ce temps, tout le monde dort. Hein. Pendant tout ce temps, les gens sont en train de dormir. Je ne sais même pas quelle heure il faisait. Si c'est 2 heures ou 3 heures du matin. Je ne sais pas. Comme ça, je vais vers le salon. Je veux genre allumer l'interrupteur du salon parce que souvent quand on allumait l'interrupteur du salon, ça éclairait un peu dans la chambre, dans notre chambre quoi, la chambre de maman. Mais je trouve une bougie allumée. Donc maman, quand elle priait, elle aimait souvent laisser la bougie allumée. Et genre pour que ça finisse seul quoi, ça s'arrête seul. Donc je trouve la bougie, je prends la bougie, je vais donc à la chambre avec. Quand j'éclaire la chose n'est pas là. Je vous jure que là où je vous parle, là, j'ai le frisson sur tout le corps. J'ai le frisson sur tout le corps parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, on ne m'a pas raconté. J'ai vécu la chose. Je prends la lumière, la bougie, je regarde, la chose n'est pas là. Je me suis dit, ah ben peut-être que le chat a eu peur, il a fui. Je pars, je dépose la bougie. Quand je reviens, le chat est là. Je dis, mais attends. Donc il apparaît dans le noir et il disparaît dans la lumière. Je vous jure que ce que je vous raconte, c'est la pure vérité de ma vie. Je retourne au salon, je prends encore la bougie, je reviens. Le chat n'est pas là. Je dis, mais non. Je retourne, je dépose la bougie. J'ai fait 3 tours, je vous jure, le jour-là. Je reviens, je dépose la bougie, je reviens. Le chat est là, dans le noir. Je dis, mais c'est quoi ça? Maman dort, tout le monde dort pendant ce temps. Donc je retourne, je prends la bougie, je décide de déposer la bougie net là où le chat était posé. C'est là où maman se réveille, mon petit frère se réveille. Maman me demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Oh maman, j'ai vu un chat. Elle a commencé à me parler mal, me menacer, me gronder. Tu veux sortir en vampire? C'est pas chez moi. Oh, nan, me parler mal et tout et tout. J'ai dit à maman que je pleurais ce jour. J'ai dit à maman que maman, je vous jure que je viens de voir un chat qui a apparu, qui a disparu. Il apparaît, il disparaît. Oh, tu veux brûler la maison? Tu veux brûler la maison et tout, machin. Je suis retournée déposer la bougie et quand je suis revenue, le chat n'était plus là. Donc, ce jour en question, j'ai dit à maman que, ah maman, je ne dors pas dans ta chambre aujourd'hui. J'ai pleuré. J'ai dit à maman, je ne dors pas ici. Je ne dors pas ici. J'ai vu un chat qui est apparu. J'ai vu un chat qui a disparu. Il a apparu, il a disparu. Oh non, si tu fais la sorcellerie, ce n'est pas chez moi. Oh, et tout, machin. J'ai dit, ok. Je suis partie dormir dans la chambre de ma grande sœur. Et là-bas, même, je n'ai toujours pas dormi parce que j'étais traumatisée. J'avais peur que le chat vienne me retrouver dans la chambre de ma sœur. J'étais là. Le lendemain, c'était dimanche. Donc, le dimanche soir, il fallait que je retourne chez ma sœur, là où j'apprenais. Le week-end qui a suivi, quand je retourne chez maman, mon petit frère me dit que on a vu un chat mort, un gros chat noir. Il était mort carrément sous le lit de maman. Oh, le chat était gros, noir. Et tout, j'ai dit à mon frère et à maman que vous voyez, c'est le chat là que j'avais vu le week-end dernier. C'est le chat là que j'ai vu le week-end dernier. Vous ne m'avez pas cru. C'était un chat mystique, un chat sorcier parce qu'il a disparu, il a apparu. Vous m'avez traité de sorcière et tout et tout. J'ai continué à pleurer et tout. C'est là où ils ont peut-être essayé de me croire un peu et tout, mais moi-même je sens que jusqu'à présent, on ne m'a toujours pas cru. On ne m'avait toujours pas cru. Jusqu'à présent, on ne me croit pas. Donc c'est un peu ça mon histoire. Juste vous dire que... Et puis, je pense 2 ou 3 ans plus tard, on a déménagé, nous sommes allés dans un autre quartier, on a laissé le quartier, on entendait que les vieux ne faisaient que mourir un à un, ils mouraient, tous sont morts, hein. Tous les vieux qu'on avait laissés là sont morts. Il ne reste qu'une seule vieille. Elle est là, elle est en train de lutter contre la mort même. Il reste une seule vieille, mais tous les vieux qu'on a trouvés dans le quartier là sont tous morts. Un à un, un à un, un à un. Donc, c'est juste pour vous dire que la prière que nous faisons là,
Surtout pour nous, les enfants, nous les jeunes. Quand on a un parent qui prie, je vous assure que nous sommes protégés. Nous sommes protégés par ce parent-là, je vous assure. Maman a été notre protection et elle est toujours notre protection. Moi, je suis persuadée, je suis sûre que ce chat, c'était un chat mystique. Qui a peut-être été envoyé pour nous faire du mal, parce que ça, c'est le genre de chat qu'on envoie. Un chat normal ne peut pas disparaître et apparaître dans la lumière et dans le noir. Jamais. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Et il nous regardait comment on dormait. Et je suis même sûre que c'est Dieu qui a voulu que je me réveille. C'est Dieu qui m'a réveillée pour que je sache, pour que je voie réellement ce qui s'est passé. Parce que le chat nous regardait comment on dormait. Le chat nous regardait. Donc c'est un peu ça. Et il est passé par où? Qui sait par où il est passé? On ne sait pas. Donc moi je me dis que c'est la prière de maman qui a tué ce chat. Parce que maman priait beaucoup, elle prie beaucoup. Donc c'est sa prière qui a... C'est le Saint-Esprit, vraiment la prière qui a tué le chat là. Sinon, peut-être que quelque chose allait se passer. Et il dormait carrément net à côté de moi. Et il était carrément à côté de moi. Donc c'est un peu ça, vraiment, il faut toujours prier. Prier, prier avant de dormir. Blinder la maison. Vraiment protéger la maison dans le sang de l'agneau, je vous assure. Donc c'est un peu ça mon histoire et je vous remercie. Voilà, c'est un peu ça son histoire. Merci. On continue. On continue. Ok, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je vais venir raconter une histoire que moi-même j'ai vécue et une amie à moi aussi a vécu la même histoire. C'est par rapport ici au Gabon, on a un problème avec nos traditions. Il y a l'histoire qu'on appelle Akara chez nous ici. Ça veut dire que il y a beaucoup de filles qui ont établi que tu dois pas faire d'enfants, tu dois pas te marier et tu dois seulement être là pour nourrir la famille. Au départ, moi, le nom que je porte, c'était le nom de ma tante et elle avait le même problème et je devais aussi avoir ce même problème. Ça veut dire que je devais pas faire d'enfants et je devais pas aller au mariage. Parce que moi, j'ai fait rapidement des études. J'ai eu mon bac à 16 ans. J'ai tout fait vite, en fait, côté pour travailler, pour réussir socialement. Ça, là, c'était parfait. Mais je devais pas faire d'enfants ni avoir un foyer stable. Ça avait commencé, j'avais dans les 15 ans. Je faisais des rêves où je voyais ma grand-mère. Elle venait me menacer, m'insulter. Que toi, tu penses que tu vas faire des enfants, tu vas jamais faire d'enfants. Je pleurais, je comprenais pas ce qui se passait. J'allais voir ma tante que c'était comme ma mère. Que tantine, écoute ce que la grand-mère me dit. J'ai rêvé ça, elle me dit ça. Ma tante me disait, non, ne t'inquiète pas, tu vas avoir ton enfant. Bon, moi, j'ai aussi eu un truc, j'ai eu l'enfant tôt. À 16 ans, j'ai eu mon premier retard. J'étais enceinte. J'étais persécutée. Les rêves. Je voyais les apparitions comme dans les films de Nollywood. Même les rêves, on dirait que c'était la réalité. Elle apparaissait devant moi. Même quand je fermais un peu l'œil pendant j'avais peur de dormir. J'avais peur de dormir. Tout le temps, elle venait. Tout le temps, elle venait me menacer que l'enfant là m'appartient. Elle menaçait, vu que mon père aujourd'hui il est pasteur. Elle menaçait mon père qui prie avec moi. Et j'ai dit que l'enfant là m'appartient. Vous ne pouvez pas. L'enfant là m'appartient. Elle ne va pas faire d'enfant. Vous n'allez pas venir arracher ce qui m'appartient. Je stressais, j'avais peur. J'avais peur jusqu'à... J'ai fait des prières à l'église. Et de mon côté, c'est passé. C'est passé, elle m'a attaqué. Mais j'ai eu un problème après. C'était maintenant pour trouver le boulot, le travail, tout ça. On dirait que c'était maintenant bloqué parce que c'était soit je travaillais, je faisais pas d'enfant, soit je faisais un enfant. Et puis, le côté social, ça devait être bloqué. Mais tout ça aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Et ma copine, avec qui j'étais, j'ai raconté mon histoire, c'est ma meilleure amie. Elle, c'est un peu pire parce que la morale va sortir par rapport à elle, parce qu'elle était vraiment luttée. Pourtant, elle est chrétienne, elle prie. Mais je sais pas pourquoi elle a les yeux fermés.
Ma copine aujourd'hui, elle a 28 ans. Elle n'a jamais eu un retard. Jamais eu un retard. Jamais, jamais. Toujours non, je calcule, je calcule, je calcule. Ah, c'est quel calcul tu fais et que les autres ne font pas? Que t'as jusqu'à 28 ans, t'as jamais eu un retard. Je disais que c'est pas normal. C'est pas normal, ou. Et essaye d'aller à l'hôpital, on dit il y a rien. Partout, on dit il y a rien. C'était pas normal, mais il y a des signes qu'elle avait. Elle avait tout. Elle avait les règles douloureuses. Elle avait toujours mal au bas-ventre. Quand c'est la période de fécondité, elle avait toujours mal. On dirait c'était un verre qui passait sous son ventre. Elle prenait du poids n'importe comment. Elle prenait du poids n'importe comment. Et après maintenant, après on était parti à l'église, après on l'avait révélé qu'en fait, elle avait un serpent mystique au tout le bas du ventre là. Elle avait un serpent mystique et elle avait la même chose. Qu'elle ne devait pas faire. On l'avait pas. Il paraît que c'était pas méchant. On ne l'avait pas mis ça par méchanceté. C'était juste parce que on voulait que son argent aille seulement vers la famille, qu'elle n'ait pas d'enfants, n'est pas que son argent aille, qu'elle s'occupe de ses enfants en fait. Qu'elle devait juste s'occuper de la famille avec son argent. Donc, après, elle essayait de faire un travail. Je ne sais pas si elle croit ou bien ne croit pas. Je voulais juste dire par là, pour terminer, que il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Tu arrives à un certain âge, tu remarques que tu n'arrives même pas, tu n'as aucun problème physique. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. Un retard, tu n'as jamais pris. Il faut avoir la conscience éveillée. Il faut être éveillé et se chercher parce que nous sommes africains. On connaît nos familles africaines. On connaît ce qui se passe un peu en dessous, les pattes que les parents font, tout ça là. Et après qu'on arrive à un certain âge, il faut qu'on ait un esprit éveillé. Donc, tu vas arriver à 25 ans, 26 ans, tu n'as pas de retard. Et si tu vois aussi que tu prends du poids, bêtement, s'il faut le dire, tu prends du poids, tu fais que grossir, c'est là-bas que tous les enfants vont dans le poids. Peut-être quand le cycle termine, tu devais prendre un retard. Après, pouf, ils prennent et le poids s'augmente. En tout cas, c'était pour éveiller les consciences. Comme vous voyez que les choses ne vont pas, il faut essayer de prier, se rapprocher des hommes de Dieu, car ce n'est pas simple en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne veulent pas de notre bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok.